Vous êtes ici chez vous. Je sais que beaucoup d'écrivains russes sont venus ici, et en particulier Tchekhov. Quand je suis arrivée, je me suis rappelée de tout ce que j'avais lu et j'ai comparé avec ce que je découvrais. Pendant la période soviétique, personne ne pouvait venir ici. C'était interdit. Maintenant qu'on peut venir, j'en profite. Ça ressemble à la Crimée, là où ils font le champagne. C'est peut-être un peu pour ça que nous, les Russes, nous rêvons toujours de la Côte d'Azur. Ça nous rappelle nos premières vacances. Même le climat, c'est un peu le même. Узор судьбы чертит неясный след. Твое лицо я вижу вновь так близко, и веет от него дыханием прежних лет. Pour les Russes, Nice, Côte d'Azur en général, c'est un lieu mythique. C'est un lieu où vivaient les princes, où ils vivent peut-être encore. C'était le lieu où les Russes blancs se sont échappés. Officiellement, c'était ça. Et donc, mystère. Un lieu qui existe, une histoire qui s'est tout d'un coup, soi-disant, arrêtée. C'est ça l'intérêt des Russes pour cette ville. C'est qu'ils ne connaissaient pas la fin de l'épisode. C'était hier des princes, des grands-ducs et des barons en villégiature et le tourbillon des valses sur le parquet des palaces. Il y eut ensuite, après la révolution d'octobre 1917, 70 ans de silence. Puis l'URSS est redevenue Russie et les Russes ont repris la place qu'ils occupaient jadis sur la Riviera. На переднем стенька разин, обнявши цеди снежной, сталь новую справляет самый веселый и иной. La Pâque russe, c'est la plus grande fête en Russie. Et le jour de Pâques, tout le monde se dit Jésus est ressuscité et on s'embrasse. On dit Christos воскрес et on chante. En apparence, tout est simple. Comme au siècle dernier, les nuits vacillent au son des balalaïkas et dans les casinos se croisent les exilés d'hier, les touristes d'aujourd'hui et les Niçois bontins qui retrouvent des cousins oubliés, ceux qui ont fait leur fortune comme ils ont fait celle de Biarritz. Quand les nouveaux Russes viennent ici, ils voient ça, ils sont 100 ans en arrière. Et ça les plaît, et ça leur bouleverse, parce que c'est à eux, c'est leur histoire, mais ce n'est plus eux, ça n'existe plus chez eux, ça n'existe que ici. Le luxe, les paillettes, le strass. Le mythe demeure depuis que l'impératrice Féodorovna, veuve du tsar Nicolas Ier, a débarqué un hiver de 1856 avec la flotte russe en rade de Villefranche. Les Romanov de ce jour-là ont adopté Nice et pour parfaire la légende, le tsarevitch, héritier du trône, est venu chercher ici une impossible guérison. Il arrive à Nice déjà extrêmement malade. En fait, il a une maladie de la moelle épinière. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Et il mourra à Nice. Et on peut dire que c'est à Nice que l'histoire de l'Occident a basculé. Parce qu'il était libéral, alors que son frère qui lui succède
Cédras était absolutiste, et si c'était lui qui avait régné, probablement l'histoire de la Russie aurait été différente. Dans le sillage de la famille impériale, on estime que 70 000 Russes viennent alors sur la côte. D'un tsar à l'autre, les nouveaux maîtres de la Russie sont de retour et leurs manières ne vont pas s'en rappeler celles de leurs prédécesseurs. En 2001, Boris Yeltsin et son épouse, ainsi que sa fille, son mari et l'enfant, sont venus dîner à la mer Germaine. On est un peu maladroit dans ces cas-là. Et en fait, on l'a reçu simplement, tout simplement. Il avait déjà téléphoné pour choisir ses vins. Je me rappelle, c'était des Bourgognes, des Gevrey Chambertin. C'était 86, pardon, 86. Et il m'a appelé pour me dire, est-ce que vous voulez prendre une photo? J'ai dit, mais bien sûr, avec le traducteur naturellement qui était là, M. Cholguin. Et le président lui dit, dites-lui que la photo, il le mettra dans le restaurant et beaucoup de Russes viendront chez lui. J'ai trouvé ça formidable. Des hivernants d'hier aux touristes fortunés d'aujourd'hui, il y a sinon une continuité, du moins un écho, un même penchant en tout cas pour le luxe, la fête et l'outrance, qui font, dit-on, le charme de l'âme russe. Ici, sur la Côte d'Azur, les Russes viennent aussi pour dépenser de l'argent aussi. Et ils veulent vraiment passer le temps maximum avec beaucoup de plaisir, prendre beaucoup de plaisir. Aller à Monaco, par exemple, au casino, ou prendre des yachts et partir un petit peu dans la mer. Et puis, par exemple, au Festival de Cannes, on a vu aussi beaucoup de Russes qui sont venus juste pour profiter de cette ambiance. Oui, bonjour, moi je m'appelle Natalia Orlova. Vous venez d'où? Je suis venue de Saint-Pétersbourg, de Russie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis chanteuse et actrice. Tous les riches russes, les oligarques, Abramovich, Berezovsky et d'autres, viennent ici et ça attire d'autres Russes de faire la même chose, de venir ici aussi. Il y a 2 ans, il y avait un mariage organisé par un oligarque russe. Il a dépensé 20 millions d'euros pour son mariage et par rapport, par exemple, à Madonna qui était la même année, il s'est marié, il a dépensé 2 millions. Il y avait des gens qui arrivaient ici avec 5 000 $. Ils arrivaient ici, ils dépensaient tout. Ils rentraient chez eux, ils n'avaient plus rien, mais rien à manger. Mais quand ils étaient ici, c'est très russe, ils dépensaient tout. C'était vivre comme dernier jour de votre vie. C'est très russe. On parle beaucoup de la princesse Souvarov qui aurait donné une grande fête dans une villa de la promenade des Anglais et bien la fête n'étant pas terminée au petit matin, cette villa était en vente, et bien elle dit j'achète la villa. Il y a cette réunion de la douceur de vivre, de l'art de vivre français et ce désir de l'extrême. Et les Russes, ce sont des joueurs dans le sens beaucoup plus grave. Ce n'est pas le joueur banalement, ils jouent avec leur vie. Vous connaissez la roulette russe, quand il y a seulement une balle qui est dans le revolver, mais cette balle, et puis on joue, et on se tue avec cette balle-là. On parle aussi beaucoup d'un Russe qui était un fidèle du Café Régence, et lorsqu'il avait un peu trop bu, lorsqu'il avait bu trop de verres de champagne ou de vodka, on ne sait pas trop, eh bien, il brisait les verres sur les vitres en cristal du Café Régence. Ce qui fait que, bien entendu, il fallait les changer très souvent, et les mauvaises langues prétendaient que le propriétaire ne remplaçait pas toujours les glaces par du vrai cristal, mais il lui faisait payer au prix du cristal.
Tiens, là, je vais leur faire une caisse dégustation. Je vais reprendre un Deutsband blanc. Ça sera très bien au niveau de la fraîcheur pour l'apéritif. On va prendre le nouveau millésime de Dom Pérignon. Ça sera sympa. Une bouteille de Krug. Krug, c'est un peu mon coup de cœur. Alors, les Russes adorent les cristal parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'historique, quand même, c'est une bouteille qui est en verre blanc. Et ça a toujours été la bouteille du tsar de Nicolas II. Donc en référence un petit peu, ils ont toujours aimé ce style de vin. Avec ces 4 cuvées, on va pouvoir commencer à faire une petite dégustation et un apéritif intéressant. Bien souvent, la première fois, ce sont eux personnellement qui viennent. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et après, une fois qu'on a établi ce lien de confiance, ce relationnel, ils envoient leur majordome, leur chauffeur, et sans aucun problème. Après, quand on leur met le juste prix sur la bouteille, ils n'hésitent pas à prendre la caisse. Et si une bouteille de Pétrus vaut un bon millésime aujourd'hui chez Pétrus, ça vaut 3 000 €, donc on aura la caisse de 12 à 35 000 €, à 36 000 €. Le mieux, c'est qu'on aille directement à disposition en guise d'apéritif dans ces villes-là. Et pour commencer la soirée, rien de tel que de faire une verticale de Château Margaux pour en apprendre les subtilités et la différence entre un 85, un 86, un 89 et un 90. Alors le 15. Bonjour, enchanté, Bruno. Les fraises, c'est le champagne français et le champagne rosé, c'est ce que préfèrent les femmes russes. Ah oui, on a appris ça par Pretty Woman. Voilà. Le champagne doit sentir... Ah voilà, si c'est un excellent champagne. Parce que celui-là, il sent justement les fruits. Voilà, celui-là, ça c'est rare. Hein? C'est une cuvée qui est à mon avis intéressante. Parce que Imagine, ici, autrefois, il y avait de grands bals. Ça m'aurait tellement plu. La futilité peut être un art. La preuve en est que les folies des Grandes Russies ont marqué en profondeur, il y a un siècle, l'architecture et l'esprit de la Riviera. Et les Niçois gardent encore la mémoire de ces excentriques qui ont laissé derrière eux des palais extraordinaires. Ce bâtiment a été construit par un des grands de la famille de Russie, qui est tombé en décrépitude après la Révolution d'Octobre et qui a été racheté quelques années plus tard par un richissime homme d'affaires suisse qui était tombé follement amoureux d'une cantatrice russe et qui, au cours de leur voyage de noces, lui avait raconté que dans sa famille, un prince avait eu en son temps sur la Côte d'Azur une maison dont elle avait décrit ce que l'on voit ici. Et en cadeau, cet homme amoureux a acheté ce bâtiment, l'a fait totalement rénover et l'a offert à sa dame de cœur. Ils ont vécu ici pendant une trentaine d'années et lorsqu'elle mourut il y a maintenant 20 ans, cet endroit est devenu une maison d'hôtes cachée au centre de Nice et abrité comme ça des grandes familles qui sont venues passer quelques jours dans ce lieu si particulier qui comptait une domesticité du même niveau que ce qu'avaient probablement connu les grandes familles de Russie quelques siècles auparavant. C'est un exemple unique, je crois, au monde d'un bâtiment représentatif de tout ce qui se passait ici il y a 100 ans, c'est-à-dire de toute l'Europe qui venait et chacun finalement a amené une pierre à l'édifice, si je puis dire, de la construction de ce bâtiment si particulier. Donc ici, la villa Étoile du Nord, le nom est tout un programme, construite pour un diplomate russe, Sormitchev, et construite par un architecte niçois. Donc cette maison n'a rien de russe dans son architecture. Si, on peut trouver effectivement sur le couronnement des combles l'Étoile du Nord, mais elle est caractéristique de ce que ce tourisme international russe et anglais aussi vont apporter au XIXe siècle à la Côte d'Azur. Nous sommes dans un pays du Sud et jusqu'à cette époque-là, on se protège du soleil. Et cette population venue du Nord, amoureuse de soleil, qui découvre avec émerveillement ce type de jardin, les bambous, les orangers, les fleurs, va favoriser, je dirais, l'héliocentrisme
et va faire que toute la construction fin 19e et début 20e va se retourner vers le sud. La promenade des Anglais est le lieu de rendez-vous du tout Nice et des étrangers. N'est-ce pas agréable de pouvoir se baigner en plein mois de février, de prendre des bains de soleil et de jouer au ballon? Et alors il faut notamment penser à la grande-duchesse Hélène, que l'on a surnommée la Sémiramis du Nord, et qui a lancé en quelque sorte des bains de mer à Nice. Elle a été la première à se baigner publiquement dans l'aristocratie européenne, et elle était d'ailleurs entourée de solides gardes du corps qui tenaient des draps pour empêcher qu'on la voie lorsqu'elle se baignait dans la Méditerranée tout près d'ici. Ainsi donc, la Dame au petit chien, fameuse héroïne de Tchekhov, s'en est venue promener son spleen sur les rives de la Méditerranée. Et avec constance, les écrivains russes continuent de louer l'art de vivre de la côte entre passion et légèreté. Il est russe, le chien? Alors mon chien, Maxime, je l'ai trouvé à Moscou, il faisait -20 il y a 10 ans. Et souvent mes amis disent « je voudrais bien être à la place de ton chien ». Mes amis de Moscou me disent ça. Ce hooligan de Moscou a des goûts de luxe. Max, va faire pipi là-bas. Alors, pour aller promener mon chien, j'ai le choix d'aller à droite chez le cheikh ou à gauche être engueulé par un oligarque russe. Voilà. Parce que mon chien ne fait pas la différence. Les pauvres, les riches, il fait quand même pipi partout. C'est donc l'amour extraordinaire qui m'a amené en France. On a commencé à voyager sur la Côte d'Azur et j'ai découvert cet endroit magnifique, vraiment magnifique. Là, je suis là depuis 1 an. Mes éditeurs sont restés à Paris, ça me manque quand même. Et l'atmosphère ici est merveilleuse pour se reposer, mais pas très bien pour le travail. Voilà, parce que je suis entourée d'une telle beauté que dans ce paradis, il est vraiment difficile à travailler. Et le paradis, d'ailleurs, n'est pas fait pour ça. Добровольцев понимаете? Слушайте, ну что все пьете и пьете? Не уговаривай пока. Непорядочно это, непорядочно. L'arme automatique que l'on brandissait ce soir-là était inoffensive. Un cadeau fait par M. Kalachnikov en personne à Elena Joly, qui est la biographe de l'inventeur. C'est la réclame de bourgeoisie russe. Mais il n'empêche, arrivés sur la côte sous l'ère Helsinki, ces nouveaux Russes, forcément nouveaux riches, ont fait l'objet de tous les fantasmes.